Bonjour! Donc maintenant que nous avons fait tous ces rappels et ces avancées sur les principes de la thermodynamique, nous allons commencer une seconde partie de ce cours qui va porter sur l'étude de deux cycles thermodynamiques. Et nous allons commencer par l'étude des cycles, par celui bien connu de la pompe à chaleur et de réfrigération. Alors le principe du cycle de réfrigération, vous l'avez déjà vu largement. L'idée est de faire fonctionner un cycle fermé, ici, qui contient en général un fluide frigorigène, entre une zone à température basse, une zone à température élevée et avec un apport de travail. Donc, typiquement, le cycle de la pompe à chaleur et de réfrigération, c'est le même cycle. Il fonctionne selon le même principe, sauf qu'on utilise l'une ou l'autre de ces fonctionnalités. Alors, en thermodynamique, au niveau de la représentation du cycle, vous savez qu'on représente toujours les flèches dans le sens entrant vers le système. Et ensuite, en fonction donc, de ces flèches entrantes, on va calculer les quantités de chaleur échangées et le travail échangé par le cycle, par le système. Et cette grandeur, quantité de chaleur et quantité de travail va être comptée soit positivement, soit négativement en fonction du sens réel d'écoulement et de transfert qui existe. Donc dans le cas d'une pompe à chaleur, la quantité de chaleur prélevée à basse température, dans une zone plus froide, est positive puisque c'est une quantité de chaleur prélevée par le système qui rentre dans ce système-là, alors que la quantité de chaleur qui est échangée avec une source à plus haute température, elle est négative puisque physiquement, elle sort du système, c'est de la chaleur qui est rejetée par le système vers une zone à plus haute température. Et le travail échangé est positif puisqu'effectivement, c'est du travail qui est fourni à notre cycle. Donc l'objectif de la pompe à chaleur, ça va être de prélever de la chaleur dans une zone à basse température pour la rejeter dans une zone à haute température tout en consommant de l'énergie électrique. Donc par rapport au phénomène naturel de transfert de chaleur, ici on réalise bien une transformation inverse, puisque la chaleur va naturellement du chaud vers le froid. Ici l'objectif c'est de prélever de la chaleur à une zone à plus basse température pour l'envoyer à plus haute température. Et cette transformation nécessite la consommation d'une quantité d'énergie mécanique. Et cette quantité d'énergie mécanique est quasiment toujours fournie par une énergie électrique, par l'intermédiaire d'un moteur électrique. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va valoriser l'une ou l'autre de la fonctionnalité du cycle. Et dans ces cas-là, on va pas appeler de la même façon telle ou telle machine. Par contre, j'insiste, le cycle de pompe à chaleur et le cycle de réfrigération, c'est le même principe, sauf qu'on ne le fait pas fonctionner forcément toujours dans les mêmes conditions et qu'on n'utilise pas les mêmes énergies échangées. Donc dans le cycle qu'on appelle pompe à chaleur, dans l'utilisation qu'on appelle pompe à chaleur, on va valoriser la chaleur qui est rejetée à plus haute température par le cycle. On va donc comptabiliser la quantité de travail consommée, en général d'électricité, et par contre on va négliger dans les bilans du cycle pompe à chaleur les quantités de chaleur prélevées à l'extérieur, quantités de chaleur qui ne sont pas du tout négligeables en grandeur, mais que l'on va considérer comme énergie gratuite par rapport au cycle. Donc les cycles de pompe à chaleur sont à l'heure actuelle très souvent utilisés dans le cadre notamment du bâtiment pour le chauffage de celui-ci. Et donc la quantité de chaleur produite sert au chauffage du bâtiment. La quantité de chaleur prélevée est prélevée à l'extérieur, que ce soit dans l'air pour les pompes à chaleur air-eau ou dans le sol pour les pompes à chaleur de type géothermique que vous reverrez dans un autre module. Donc, sur ces bilans-là, ça ne veut pas dire que la quantité de chaleur prélevée à l'extérieur est négligeable, est nulle. Par contre, au niveau des bilans, au niveau des COP, qu'on verra dans la suite, au niveau des COP, cette quantité de chaleur est considérée comme gratuite, donc ni énergie utile, ni énergie payée par rapport à cette utilisation-là. Le cas contraire, c'est le cas où on a un cycle qu'on appelle réfrigérateur, un cycle frigorifique.
Et dans ce cas, on va prendre en compte dans les bilans, prendre en compte dans le fonctionnement de la machine, la quantité de chaleur qui est prélevée à basse température et toujours la quantité d'électricité nécessaire pour faire tourner cette pompe à chaleur, tourner ce cycle. Et dans le cas donc, du réfrigérateur, on va négliger la quantité de chaleur qui va être rejetée à une température plus élevée, puisque, encore une fois, cette quantité de chaleur va être considérée comme gratuite. Donc le cycle de réfrigérateur, c'est un cycle qui sert en fonction de ses conditions de fonctionnement à différentes utilités. Ça peut servir d'une part dans le bâtiment, lorsque la température basse est à peu près à 5 degrés. Ce cycle peut servir donc à la climatisation du bâtiment. Dans le cas où la température de la source plus basse est plus faible, on a ce qu'on appelle le cycle de réfrigération qui sert à conserver des aliments à température proche, cette fois-ci de 0 degré, donc c'est ce qui est représenté dans cet exemple-là. Ou encore un autre exemple, c'est le cycle également de congélation, avec cette fois-ci une température de la source ici, qui est de l'ordre de moins 20 degrés Celsius. Mais ce cycle-là est le même, on prélève à basse température, on rejette à température plus élevée, tout en consommant une certaine quantité d'énergie électrique. Et du coup, la quantité de chaleur qui est rejetée dans l'air ambiant, alors que ce soit l'air ambiant qui est à l'intérieur du bâtiment dans le cas de la réfrigération, de la congélation, ou de l'air ambiant qui est à l'extérieur du bâtiment, cette quantité de chaleur ici est considérée comme un rejet gratuit, non valorisé. Au niveau des composants de ce cycle-là, vous les connaissez bien, ils sont au nombre de 4 pour les composants principaux, plus un certain nombre de composants secondaires. Donc les deux composants qui prennent le plus de place, ce sont deux échangeurs. Donc un échangeur dans lequel a lieu l'évaporation du fluide frigorigène et un échangeur dans lequel a lieu le phénomène inverse qui est la condensation du fluide frigorigène. Donc l'échangeur dans lequel a lieu l'évaporation, bien entendu, s'appelle un évaporateur et celui dans lequel a lieu la condensation s'appelle un condenseur. Je ne veux pas entendre le terme de condensateur qui revient assez souvent dans vos discours. Un condensateur, c'est un composant électronique. Hein. Ici, on est sur un condenseur qui sert à faire la condensation. Donc, ça, c'est les deux gros composants d'échange de chaleur. Et les deux autres composants principaux sont le compresseur, donc qui sert à porter le fluide frigorigène de la basse pression à la haute pression, et le détendeur qui sert au phénomène inverse, donc passer le fluide frigorigène de la haute à la basse pression. Donc ces quatre composants ne sont pas forcément situés au même endroit, hein. Typiquement en fonction de ce qu'on va valoriser, on va positionner soit l'évaporateur, soit le condenseur à l'intérieur et ou à l'extérieur. Et en général, effectivement, la partie détendeur et compresseur sont situées à proximité de l'endroit qu'on ne valorise pas. Dans les échanges que l'on a à l'intérieur de ce cycle, donc les différents composants permettent de différencier 4 zones selon 2 critères. Donc le premier critère, c'est la pression à laquelle on fonctionne. Donc on a une zone basse pression dans laquelle le fluide frigorigène circule à une pression faible et une zone haute pression dans laquelle le fluide frigorigène circule à haute pression. Évidemment, la jonction entre ces zones basse et haute pression se fait au niveau des détendeurs et compresseurs, puisque c'est les deux composants qui servent à faire varier la pression du fluide frigorigène. Et on a également deux autres zones, deux autres façons de différencier le cycle. En une zone dans laquelle le fluide frigorigène est sous forme liquide et une zone sur laquelle le fluide frigorigène est sous forme vapeur. Alors évidemment, ces deux zones sont séparées par les deux échangeurs de chaleur qui servent à faire passer le fluide frigorigène d'une phase à une autre. Donc ici, c'est représenté de façon très schématique en un seul point. Effectivement, dans l'évaporateur et dans le condenseur, on a une transition le long de l'écoulement qui est progressive. À l'entrée de l'évaporateur, par exemple, on est
purement liquide. Petit à petit, lors de l'écoulement, on voit apparaître de plus en plus de bulles dans l'écoulement et lorsqu'on l'en sort de l'évaporateur, normalement, on est sous forme parfaitement vapeur. On n'a pas un point, comme c'est représenté ici, on n'a pas un point où on passe brutalement de la zone liquide à la zone vapeur, mais c'est une transition progressive lors de l'écoulement et c'est la même chose ici du côté du condenseur. Alors ces deux échangeurs de chaleur vont faire le lien avec les sources basses et hautes températures. Donc l'évaporateur fait le lien entre le fluide frigorigène et de l'air ici ou de l'eau à une température relativement faible et le condenseur fait le lien entre le fluide frigorigène qui circule à l'intérieur du cycle et de l'air ici, ou ça peut être également de l'eau, qui circule à une température plus élevée que le fluide caloporteur au niveau de l'évaporateur. Donc on va différencier au niveau de ces échangeurs deux types de fluides. Le fluide qui circule à l'intérieur du cycle s'appelle le fluide frigorigène. Le fluide qui circule à l'extérieur, on va l'appeler dans ce cours fluide caloporteur, puisque c'est ce fluide sur lequel soit on prélève, soit on rejette de la chaleur. Sur les cycles pompe à chaleur, on peut identifier également d'autres composants. Ici, vous en avez représenté un, par exemple, c'est un filtre. Donc, on a effectivement d'autres composants dans les systèmes qui permettent d'avoir un fonctionnement le plus pérenne possible. Sur des gros cycles de pompe à chaleur, on peut également avoir des vannes de dissociation. On peut avoir des mesures de débit, des mesures de température, etc. etc. Donc ça dépend du cas particulier dans lequel on se trouve. Une petite remarque par rapport au détendeur, donc physiquement à quoi ça ressemble. Donc un détendeur, c'est soit une vanne. L'objectif du détendeur, c'est de créer une perte de charge dans l'écoulement du fluide pour le faire passer de la haute à la basse pression. Donc ça peut être une vanne en partie fermée, ici c'est ce qui est appelé robinet à laminage, donc c'est un terme un petit peu désuet, mais donc ça peut être une vanne, si on veut pouvoir régler cette perte de charge. Ça peut être tout simplement aussi une restriction du diamètre du tuyau de circulation, donc un diamètre beaucoup plus fin, ce qui crée une perte de charge lors de l'écoulement du fluide frigorigène. Le compresseur, lui, c'est le composant dans lequel on a la pièce mobile. Donc en général, c'est des pales qui est en rotation. Et donc c'est souvent ce compresseur-là qui induit le bruit du cycle, qui induit les vibrations éventuelles du cycle. Et le compresseur, c'est le composant sur lequel il y a eu beaucoup de progrès de fait et d'efforts de recherche et de développement pour avoir des cycles qui à l'heure actuelle sont bien maîtrisés, relativement fiable, malgré les vibrations, malgré la rotation très rapide au niveau du compresseur. C'est des organes qui durent très longtemps et qui sont fiables et sur lesquels il y a très peu de fuite. Alors les grandeurs qui définissent les performances d'une pompe à chaleur ou d'un cycle de réfrigération sont appelées les coefficients de performance, COP. Et ils sont définis de deux façons différentes en fonction de ce qu'on souhaite pour le cycle, de ce qu'on souhaite utiliser et valoriser dans le cycle. Donc dans le cas où on souhaite produire du froid, donc prélever de la chaleur à une source basse température, on définit un coefficient de performance qu'on appelle COP froid, comme la quantité de chaleur prélevée justement à la source basse température sur la quantité de travail ou d'énergie électrique qui a été consommée par le cycle. Donc ces COP peuvent être définis soit en énergie sur une période donnée, soit en puissance en instantané. Et on définit de façon très similaire le COP chaud dans le cas où on souhaite valoriser la chaleur qui est rejetée à la source haute température, en faisant attention cette fois-ci à prendre, pour avoir un COP positif, la valeur absolue de la quantité de chaleur correspondante, puisque on a vu précédemment, cette quantité de chaleur fournie à la source haute température sort du système et donc est algébriquement négative.
Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ces grandeurs des coefficients de performance et pas des rendements? Eh bien tout simplement parce que ces coefficients de performance en général sont supérieurs à 1 dans la majorité des conditions de fonctionnement d'un cycle. Et un rendement en général est compris entre 0 et 1. Donc on change la terminologie, mais c'est vraiment la même idée que celle d'un rendement, puisque le coefficient de performance est défini comme l'énergie utile sur l'énergie payée par l'utilisateur. Ou bien aussi puissance utile sur puissance payée. Ensuite, si on applique le premier principe au cycle de la pompe à chaleur, donc le cycle pompe à chaleur étant un cycle fermé, là je raisonne sur le cycle global, on applique le premier principe en puissance sur un système fermé, donc sans entrée et sortie de débit massique. Et dans ce cas, le premier principe est extrêmement simple, hein, il s'exprime ici. En régime permanent, la variation d'énergie interne est nulle, et donc cette variation d'énergie interne nulle est égale à la somme des quantités de chaleur échangées par le cycle plus du travail échangé par celui-ci. Si je divise l'ensemble de ce premier principe par W point, j'obtiens cette expression qui se simplifie en 0 égale Q froid sur W point plus Q chaud sur W point plus 1, puisque W point sur W point, évidemment, ça fait 1. Et ici, on retrouve une relation très simple qui relie les coefficients de performance d'un cycle à un instant donné. Ça veut dire qu'à un instant donné, dans une condition de fonctionnement donnée, on a un lien algébrique entre la performance de production de chaleur sur la performance de production de froid d'un cycle donné, puisque COP chaud égale COP froid plus 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on ne peut pas l'utiliser de façon brutale comme ça, hein. Tous les COP chauds ne sont pas égaux à tous les COP froids plus 1. C'est à un instant donné. Si on valorise l'une ou l'autre des chaleurs, eh bien, on a toujours plus de chaleur qui sort du système que de chaleur qui rentre dans notre système, hein, puisque le premier principe dit que ce qui relie les deux, c'est le W point. Donc comme le W point est positif pour le cycle, on produit plus de chaleur que le froid que l'on a produit par un cycle donné à un instant donné. Et en général, effectivement, quand on utilise une machine type pompe à chaleur, on a des coefficients de performance de production de chaud qui sont un petit peu plus importants que les coefficients de performance de production de froid. Mais tout ça, c'est à pondérer par rapport aux conditions de fonctionnement, hein. Le bilan qui est établi là, il est valable pour une température de source chaude, une température de source froide définie. Plus généralement, donc, ces pompes à chaleur ont leurs performances qui sont forcément inférieures aux performances idéales d'un cycle pompe à chaleur qui serait réversible, qu'on va voir juste après. Alors, le cycle de pompe à chaleur et de réfrigération de Carnot est représenté ici. Alors, la différence par rapport au cycle dont on vient de parler, qui est le cycle réel, c'est la phase de détente qui n'est plus réalisée dans le cadre du cycle de Carnot idéal par un détendeur, mais par une turbine. Donc la raison pour laquelle dans le cycle de Carnot on n'a pas un détendeur, c'est que intrinsèquement, le phénomène de détente étant une perte de charge, cette perte de charge va forcément créer de l'entropie, ne peut pas être un phénomène irréversible. Et donc pour représenter de façon idéale un cycle de pompe à chaleur de Carnot, on remplace cette détente forcément irréversible par une turbine que l'on va cette fois-ci pouvoir considérer comme isentropie, c'est-à-dire ne créant pas d'entropie lors de son fonctionnement. Donc il y a une différence technologique entre guillemets entre le cycle idéal de Carnot et le cycle réel. Néanmoins, le fonctionnement est le même, donc on a un condenseur à haute pression, un évaporateur à basse pression, un compresseur qui fait le lien entre la basse et la haute pression, et donc cette turbine qui fait le lien entre la haute et la basse pression cette fois-ci. Et on retrouve le cycle de Carnot idéal, présentant deux isothermes et deux isentropes. Donc au niveau du fonctionnement, donc au niveau du condenseur, on a effectivement dans le cas réel
une transformation qui peut être considérée comme isotherme, puisque un condenseur étant un échangeur, en thermodynamique, on néglige les pertes de charge qui peuvent avoir lieu lors de l'écoulement dans le cadre des cycles idéaux, et par conséquent, on est isobare dans ce condenseur, et donc on est isotherme, puisque on a vu au début de ce cours que les transformations de changement de phase avait un lien direct entre pression et température, et donc à pression constante, la température est constante également. Sur le diagramme température-entropie, on retrouve ici donc la courbe de saturation que l'on a vue précédemment, et donc sur ce diagramme et selon cette courbe de saturation, la transformation dans le condenseur est la transformation 2,3, qui est donc une transformation d'une vapeur saturée à un liquide saturé à température et pression constante. Ensuite, on retrouve la phase isentrope de détente dans la turbine, donc isentrope, entre le point 3 et le point 4. Et donc on passe d'un liquide saturé à un mélange liquide-vapeur contenant principalement du liquide. C'est ce qu'on retrouve ici sur le cycle. Ensuite, entre le point 4 et le point 1, on est dans l'évaporateur. Donc dans le cycle idéal de Carnot, on passe d'un mélange liquide-vapeur contenant principalement du liquide à un mélange liquide-vapeur contenant principalement de la vapeur. Et de la même façon que dans le condenseur, on est isobare, donc isotherme, et bien dans l'évaporateur, on est également isobare, donc isotherme. Au niveau de la compression, dans le cycle idéal, on passe du point 1 au point 2, donc de la basse à la haute pression, de façon isentrope. C'est ce qu'on retrouve sur le diagramme ici, on est à entropie constante, et donc on va retourner du point 1 basse pression avec un mélange liquide-vapeur au point 2 haute pression avec une vapeur saturée. Dans la réalité, effectivement, on verra un peu plus loin ce que ça implique. On a des irréversibilités qui apparaissent dans tous les composants. Et donc, forcément, le coefficient de performance d'une machine réelle sera inférieur au coefficient de performance de cette machine idéale de Carnot qu'on vient de représenter ici. Et donc, le coefficient de performance de ce cycle idéal de Carnot, c'est le coefficient de performance maximal qu'on puisse imaginer pour toutes les machines de pompe à chaleur ou de réfrigération qui pourraient être échangées avec les mêmes sources aux températures T froide et T chaude. À noter ici que la température de la source froide est égale à la température du fluide frigorigène dans l'évaporateur, et de la même façon la température de la source chaude est égale à la température du fluide frigorigène dans le condenseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces échangeurs condenseurs et évaporateurs, ici dans le cas du cycle de Carnot, sont parfaitement idéaux, c'est-à-dire que l'échange de chaleur entre l'extérieur du système et l'intérieur, que ce soit du côté chaud ou du côté froid, entre l'extérieur ici et l'intérieur du système au niveau des évaporateurs, se fait avec un pincement de température nulle, ce qui dans la réalité correspondrait à un échangeur de taille infiniment grande qui échangerait une puissance infiniment faible. Donc c'est évidemment très idéalisé par rapport à la réalité. Comment est-ce qu'on peut quantifier ce coefficient de performance maximum de Carnot? Eh bien, on reprend un petit peu la même démarche que celle qu'on avait vue précédemment lorsqu'on a vu le cycle de Carnot moteur, mais cette fois-ci donc dans le cadre de la pompe à chaleur. Donc on retrouve ici le diagramme TS avec donc les deux isothermes et les deux isentropes. Ici, je n'ai pas représenté la courbe de saturation, mais on peut la représenter sur ce diagramme comme on vient de le voir, et comme il est représenté ici. Donc sur ce diagramme-là, on peut faire le même raisonnement que ce qu'on avait fait précédemment. On peut calculer et exprimer la quantité de chaleur échangée avec la source haute température. Dans le cas idéal, à partir du second principe, on n'a pas de création d'entropie sur les transformations du cycle de Carnot, et donc on peut exprimer les quantités de chaleur échangées QC et QF en fonction des températures TC et TF auxquelles ces chaleurs sont échangées, et en fonction des variations d'entropie entre les points initiaux et les points finaux. Donc QC dans le cas d'une transformation idéale
de Carnot, c'est T delta S, exprimé sur la partie source haute température et sur la partie source basse température. À partir de ces deux expressions des quantités de chaleur et à partir du premier principe, on réexprime le premier principe tel qu'on a fait juste avant, cette fois-ci en grandeur de valeur absolue. Et par conséquent, on peut exprimer le travail consommé par le cycle de Carnot, le travail global échangé par le cycle de Carnot. W ici, c'est la somme du travail échangé par le compresseur et le travail échangé par la turbine, c'est le travail net du cycle pompe à chaleur, en fonction des quantités de chaleur échangées avec les deux sources, que l'on exprime en fonction de la variation d'entropie qui est la même entre 1 et 4 que entre 3 et 2. Et par conséquent, dans les coefficients de performance, ces variations d'entropie disparaissent. Et donc, QF sur W net, Q froid sur W net, c'est TF fois delta S, le tout sur TC moins TF fois delta S, et le delta S se simplifie pour exprimer donc, le coefficient de performance de Carnot dans le cas d'un cycle de réfrigération pour la production de froid, comme des rapports uniquement de température des sources. Bien entendu, on peut faire l'analogie pour le coefficient de performance de Carnot du cycle, non pas de production de froid, mais de production de chaud, avec cette fois-ci un QC sur W, et dans ce cas-là, on aurait un TC sur TC moins TF. Donc, de la même façon que pour une machine, un cycle moteur, on peut exprimer les coefficients de performance idéaux en fonction uniquement des températures des sources, et bien on peut faire la même chose sur les cycles pompe à chaleur et réfrigération. Mais attention, les expressions ne sont pas de la même forme. Ne sont pas de la même forme. Je vais détailler ce point un petit peu plus. Effectivement, lorsqu'on est sur des cycles pompe à chaleur ou réfrigération comme ici, on a une expression qui met en évidence le fait que plus l'écart de température entre la source chaude et la source froide va être faible, plus le coefficient de performance va être grand. Plus l'écart de température est faible, plus TC moins TF est faible, plus un 1 moins TC sur TF va être petit, et donc plus le coefficient de performance va être grand. Donc typiquement, les cycles pompe à chaleur et réfrigération fonctionnent d'autant mieux que les températures des sources chaudes et froides sont proches. Et ça, c'est l'inverse de ce que l'on retrouve dans le cas du cycle moteur, puisque vous vous souvenez, dans le cas du cycle moteur, le rendement idéal de Carnot est d'autant plus grand que l'écart de température entre la source chaude et la source froide est grand cette fois-ci. Donc on a vraiment un raisonnement complètement inverse ici qu'on retrouve dans l'expression des coefficients de performance. Donc qu'est-ce que ça signifie dans la réalité, dans la vraie vie ? Mais si on utilise une pompe à chaleur ou un cycle de réfrigération, eh bien ça va être d'autant plus facile et d'autant plus efficace qu'on va refroidir à des températures élevées et qu'on va chauffer à des températures faibles. Donc on retrouve les notions que vous allez revoir dans d'autres modules, que si on utilise une pompe à chaleur pour chauffer un bâtiment, eh bien, cette pompe à chaleur sera plus efficace si vous chauffez un bâtiment à basse température que si vous chauffez un bâtiment à des températures élevées. Une pompe à chaleur sera plus efficace si elle est reliée à un plancher chauffant, donc source à basse température, que si elle est reliée à des émetteurs de chaleur à température plus élevée de type convecteur. Autre conséquence, si vous utilisez une pompe à chaleur pour chauffer votre bâtiment, plus il fera chaud dehors, donc plus votre source dans laquelle vous prélevez la chaleur sera élevée, plus ce sera facile et efficace de chauffer votre bâtiment. Donc plus il fera chaud dehors, plus votre pompe à chaleur elle sera efficace, et inversement, plus il fera froid, plus ce sera difficile de chauffer votre bâtiment, et moins le rendement, entre guillemets, donc le coefficient de performance de votre pompe à chaleur sera élevé. Donc quelque part, c'est un paradoxe de la pompe à chaleur, c'est que plus il fait chaud, plus elle est efficace, plus il fait froid, plus on en a besoin, moins elle est efficace. Donc à bien retenir aussi par rapport à ces autres modules, qu'un coefficient de performance, c'est valable pour une condition de fonctionnement, donc une condition de température
pour la source chaude et pour la source froide. Et ces coefficients de performance ne sont pas à prendre au pied de la lettre pour l'ensemble des conditions de vie, entre guillemets, d'un bâtiment, par exemple. Hein, au cours de l'année, on va avoir des variations très importantes des coefficients de performance des pompes à chaleur qu'on utilise en fonction de la variation très importante des conditions de fonctionnement de cette pompe à chaleur. Et on le voit ici sur le site de Carnot, mais c'est vrai évidemment sur les cycles réels. Dans la réalité, bien entendu, les cycles que l'on réalise ne sont pas les mêmes que les cycles de Carnot et sont forcément moins efficaces. Donc pratiquement, le cycle de Carnot, on ne peut pas le réaliser. D'une part, parce qu'une turbine ici, entre un point 3 et un point 4, qui fonctionnerait en diphasique et qui fonctionnerait avec finalement des différences de pression relativement faibles, aurait un rendement extrêmement faible et donc techniquement c'est pas réalisable. Mais une autre source d'irréversibilité qu'on a évoquée déjà tout à l'heure, c'est au niveau des échangeurs. On va revenir sur ce point maintenant. Au niveau des échangeurs, dans la réalité, à partir des sources à haute température et sources à basse température qui sont des températures extérieures à notre système, des températures des fluides caloporteurs avec lesquels notre système échange, eh bien notre fluide frigorigène, donc interne au cycle, va fonctionner à des températures différentes parce qu'on va avoir forcément un pincement, un écart de température entre un côté et l'autre de l'échangeur, à la fois du côté condenseur et du côté évaporateur. Donc dans la réalité, le cycle réel que l'on va pouvoir réaliser à partir d'un fluide frigorigène donné et à partir de sources à T, C et TF va être finalement plus large, hein, ici, avec des températures de fonctionnement plus chaudes et plus froides que les températures extérieures correspondantes. Ceci est lié au transfert de chaleur qui a lieu dans les deux échangeurs. Et ces transferts de chaleur dans des échangeurs réels vont créer des irréversibilités liées au transfert qui vont induire forcément des rendements ou des coefficients de performance plus faibles pour les machines réelles que pour la machine idéale de Carnot. Une autre différence entre le cycle idéal de Carnot et le cycle réel, donc on l'a dit, c'est la différence entre la turbine du cycle idéal et ce que l'on a dans la réalité, qui va être un détendeur, si je l'appelais vanne de détente, hein, c'est la même chose que le détendeur. Donc dans la réalité, on ne peut pas avoir une turbine en diphasique pour détendre de façon pérenne un fluide dans ces conditions-là, puisqu'on va avoir forcément beaucoup de bulles mélangées à l'écoulement, et cela crée des chocs et des perturbations mécaniques sur la turbine éventuelle qui serait là. Donc dans la réalité, on n'utilise pas de turbine entre la phase haute et la phase basse pression, et donc on ne peut pas récupérer ce travail que théoriquement le cycle de Carnot permettait de récupérer. De la même façon, au niveau du compresseur, cette fois-ci, on ne va pas fonctionner en diphasique, donc on ne va pas partir d'un point ici en dessous de la courbe de saturation, mais on va amener dans l'échangeur évaporateur le fluide jusqu'à la condition de vapeur saturée, de façon à ce que la compression se fasse sous forme monophasique, uniquement avec de la vapeur, qui va nous amener à la même pression que la pression théorique, mais à des températures plus élevées que la température de saturation correspondante. Donc au niveau du compresseur, on va travailler avec une seule phase, de façon aussi à assurer sa pérennité et son bon fonctionnement d'un point de vue mécanique. Et donc on va avoir un cycle qui est un petit peu différent. Donc sur le diagramme encore TS, cette fois-ci on n'a plus une détente isentrope, mais une détente réelle dans un détendeur qui est forcément où il y en a forcément création d'entropie, mais donc qui va être
talp, ici à enthalpie constante. On a déjà démontré dans un cours précédent que une détente idéale est isenthalpe. On retrouve la phase d'évaporation ici qui est isobare et isotherme dans le cas idéal, mais on amène jusqu'au point de vapeur saturée de façon à avoir la compression uniquement sous la phase vapeur. Alors, une autre différence encore par rapport au cycle idéal, c'est l'idée que le compresseur que l'on va utiliser ne va pas être dans la réalité un compresseur parfaitement isentropique. Et donc là, on va devoir définir, comme ce que l'on a vu précédemment dans le cours, un rendement de ce compresseur. Rendement en général défini par rapport au compresseur idéal qui est isentropique. Et donc on va définir ici des rendements isentropiques pour tenir compte des irréversibilités qui vont avoir lieu lors de l'écoulement du fluide dans le compresseur. Autre différence par rapport à la réalité qui sont représentées ici, c'est le fait que l'on ne va pas être parfaitement à saturation ni aux sorties du condenseur ni à la sortie de l'évaporateur. Alors tout simplement parce que dans la réalité, un condenseur et un évaporateur vont être définis avec une certaine dimension et que les pompes à chaleur que l'on dimensionne vont être définies autour d'un certain point de fonctionnement, donc autour de certaines conditions de source chaude et de source froide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend par exemple le cas du réfrigérateur, ce réfrigérateur va être placé dans une pièce à l'intérieur d'un bâtiment qui ne va pas toujours avoir la même température. Et donc l'échange qui va avoir lieu dans l'échangeur condenseur va être plus ou moins facile en fonction de la température qu'il y a à l'extérieur et de la température qu'il y a au niveau du fluide frigorigène à l'intérieur du cycle. Et donc cet échange étant plus ou moins facile parce qu'on a un écart de température qui peut être plus ou moins grand, eh bien on va pas forcément toujours atterrir pile sur la courbe de saturation ici, à la sortie du condenseur. Et donc en général, on rajoute un refroidissement supplémentaire qui va amener le fluide frigorigène à l'état de liquide, non plus saturé, mais sous-refroidi à la sortie du condenseur. De la même façon, au niveau de l'évaporateur, c'est très difficile d'être pile sur la courbe de vapeur saturée. Et donc, pour être sûr que effectivement derrière le compresseur fonctionne uniquement au monophasique et qu'il ne nous reste pas de gouttes de liquide ici dans le fluide, eh bien, on va rajouter une petite surchauffe, une petite surface d'échange supplémentaire pour éloigner la vapeur de l'état de saturation à la sortie de l'évaporateur et s'assurer d'une bonne pérennité du compresseur ici. Donc en général, en sortie de l'évaporateur, on n'est pas parfaitement saturé, mais on est en vapeur surchauffée. Donc par rapport à l'idéalité, on a différents types de différences. Donc ici, c'est représenté non pas sur le diagramme TS, mais sur le diagramme PH, sur lequel les enthalpies souvent sont liées aux chaleur et au travail échangé. Donc c'est une autre façon de représenter les différentes puissances échangées dans un cycle. Donc ici, on a le cycle idéal, avec donc ici la partie de saturé, ici le liquide se refroidit, ici la vapeur surchauffée. On retrouve compression AB, condensation BC. Alors on a d'abord une désurchauffe entre B et la saturation, puis la condensation en tant que telle entre la courbe de saturation et le point C de liquide saturé. Ensuite, on retrouve ici la transformation détente et on retrouve la notion de détente isenthalpe à enthalpie constante. Et au point D, on est souvent en mélange liquide-vapeur et on retrouve la phase d'évaporation et à la fois isobare, c'est ce qu'on a ici en horizontal, isobare et donc isotherme au niveau de l'évaporateur. Dans la réalité, on vient de voir qu'on a en général un sous-refroidissement en sortie du condenseur et une surchauffe de la vapeur en sortie de l'évaporateur. Un autre avantage du sous-refroidissement qui apparaît très bien sur ce diagramme-là, c'est le fait que si on sous-refroidit le liquide en sortie du condenseur, eh bien, on va pouvoir avoir à l'entrée de l'évaporateur un liquide qui va être soit saturé, soit en tout cas
qui contiendra moins de vapeur que le point D théorique ici. Donc ici, si on se refroidit, le point D est plus à gauche, entre guillemets, que sur ce diagramme-ci. Donc si l'objectif c'est de produire du froid, le froid étant produit entre le point D et le point A, eh bien à partir de ce sous-refroidissement, on va élargir le diagramme, élargir le cycle, et donc échanger plus de chaleur entre D et A, tout ça pour une même quantité de travail consommé entre A et B que dans le cas ici, et donc avec des coefficients de performance plus importants du système. La contrepartie du fait de passer de ce cas-ci à ce cas-là, c'est que les échangeurs ici BC et DA sont plus grands que les échangeurs ici BC et DA, et ils échangent plus de quantité de chaleur à chaque fois. Dans la réalité aussi, on retrouve un autre type de non-idéalité qui est représenté sur le dernier diagramme là. Dans la réalité, dans un échangeur, on n'est pas parfaitement isobar, on ne peut pas toujours parfaitement négliger les pertes de charge. Et donc dans l'écoulement des deux échangeurs, à la fois au niveau du condenseur ici et au niveau des évaporateurs là, on va avoir une pression qui va diminuer en raison des pertes de charge lors de l'écoulement. Et donc un cycle qui ne va pas représenter parfaitement des isobars. Mais souvent, effectivement, on considère que dans un cycle thermodynamique, à quelque chose près, on n'est quand même pas très loin de l'isobar lors de l'étude du cycle. Alors je vais revenir maintenant sur les choix des fluides frigorigènes que l'on peut mettre en œuvre à l'intérieur des cycles pompe à chaleur ou réfrigération. Et donc ces choix vont dépendre d'un nombre relativement important de contraintes et de critères. D'un point de vue thermodynamique, le premier critère qui est mis en évidence, c'est les conditions de fonctionnement à la fois en température et en pression pour ce fluide frigorigène à l'intérieur du cycle pompe à chaleur. En effet, on a vu au début de ce cours qu'on a, par l'intermédiaire de l'équation de Clapeyron, un lien direct entre pression de changement de phase et température de changement de phase. Comme les températures de changement de phase sont reliées aux températures des sources chaudes et froides avec lesquelles on échange, et bien forcément ça induit des pressions de fonctionnement au condenseur et à l'évaporateur. Et ces pressions de fonctionnement doivent être acceptables. Alors qu'est-ce que ça veut dire acceptable? Ça veut dire ni trop faible, ni trop importante. C'est peut-être pas très net tout ça, mais trop faible, ça voudrait dire des pressions typiquement inférieures à la pression atmosphérique. Et trop importante, c'est des pressions supérieures à 40, 50, 60 bars. Entre les deux, donc entre la pression atmosphérique et quelques dizaines de bars, eh bien, on a la quasi-totalité des cycles actuels et réels des pompes à chaleur qui fonctionnent. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fonctionne pas à des pressions inférieures à la pression atmosphérique? Pour certains fluides, ce serait très intéressant. Si on utilisait de l'eau dans une pompe à chaleur comme fluide frigorigène, eh bien, on aurait des pressions dans le cycle qui seraient inférieures à la pression atmosphérique. Alors pourquoi c'est à éviter? Eh bien parce que si on est sous vide à l'intérieur du système, à partir du moment où on a une petite fuite, eh bien, ça va être l'air ambiant qui va pénétrer à l'intérieur du cycle. Et malheureusement, l'air ambiant a des caractéristiques isolantes très efficaces et a la capacité à bloquer de façon très efficace les différents cycles. C'est ce que l'on appelle les incondensables, que vous avez vu déjà dans les cours de transfert avancé par exemple. Et ces incondensables vont pénaliser de façon très lourde les performances des cycles. Donc on évite en général de se retrouver à des pressions inférieures à la pression atmosphérique de façon à éviter ces pénétrations de fluides incondensables à l'intérieur de nos circuits. Pourquoi pas des pressions trop importantes? Eh bien pour des raisons de sécurité. Quand on a des pressions qui sont très importantes, il faut des caractéristiques mécaniques des parois qui sont très sévères.
pour éviter les explosions tout simplement. Et plus on a des contraintes sévères au niveau mécanique, plus on va avoir des parois qui sont épaisses. Si on a des parois épaisses, ça a des conséquences sur les transferts de chaleur, etc. etc. Donc au bout d'une certaine valeur de pression, on va pénaliser aussi les performances du circuit. Donc on se balade quelque part entre la pression atmosphérique et quelques dizaines de bars. Le choix, ces contraintes-là en pression et en température vont limiter de façon assez importante les types de fluides qu'on peut utiliser. Et traditionnellement, le nombre de fluides qu'on peut utiliser, ici vous en avez que quelques exemples, bien sûr il y en a beaucoup plus que ça, mais les fluides qu'on utilise et qu'on a utilisés dans les machines de pompe à chaleur sont assez limités. On retrouve l'ammoniac, on retrouve un certain nombre de réfrigérants type CFC, HFC, etc. Les inconvénients de ces fluides, souvent, sont des inconvénients liés à la préservation de l'environnement. Et un certain nombre d'entre eux, notamment ici le R12 qui est signalé, sont maintenant interdits. En effet, les fluides d'origine classique, type fréon, etc., sont des fluides qui sont extrêmement nocifs, à la fois vis-à-vis de la couche d'ozone et vis-à-vis de l'effet de serre. Donc c'est des gaz à effet de serre très efficaces, donc ça induit un réchauffement climatique important. Donc à l'heure actuelle, la législation impose des contraintes de plus en plus lourdes sur le choix de ces fluides frigorigènes d'un point de vue d'un critère environnemental. Un autre critère important qui apparaît également thermodynamiquement parlant, c'est le choix des enthalpies de changement de phase, puisque l'objectif du cycle, ça va être d'échanger de la chaleur en phase d'évaporation, en phénomène d'évaporation et en phénomène de condensation, et par conséquent, la chaleur latente de condensation et ou d'évaporation est un critère très important, parce que plus cette chaleur latente est importante, moins on va avoir à mettre en œuvre de fluides frigorigènes, donc moins ça va coûter cher, moins on a des risques environnementaux, etc. etc. Donc le fait que le fluide ait une chaleur importante, c'est un critère thermodynamique important. On a également des critères liés à la conductivité, notamment des fluides, puisqu'ils sont mis en jeu dans des échangeurs, donc il faut que ces fluides échangent correctement la chaleur entre le fluide lui-même et les parois de l'échangeur et l'extérieur, et les fluides caloporteurs qui lui sont proches. D'autres critères plus mécaniques sont également à prendre en compte. Typiquement, ces fluides frigorigènes, ils circulent et ils sont comprimés par un compresseur. Donc, il y a toutes les caractéristiques type viscosité, etc., qui sont à prendre en compte pour diminuer les consommations électriques. Donc, vous voyez que les critères à prendre en considération lorsqu'on choisit un fluide frigorigène sont vraiment multiples et sont difficiles souvent à concilier. C'est pour ça qu'effectivement, on avait précédemment l'utilisation du fréon qui, d'un point de vue thermodynamique, est extrêmement qualitatif, puisque les pressions de fonctionnement liées aux températures classiques sont parfaites, les chaleurs latentes sont très importantes, il échange bien, il est peu visqueux, etc. etc. La contrainte, la conséquence, c'est que c'est un fluide qui est très nocif pour l'environnement, et donc finalement on a décidé de s'en passer. Donc lorsqu'on étudie un cycle pompe à chaleur ou de réfrigération, on s'éloigne aussi de l'idéalité de ce point de vue-là, puisque dans le cycle de Carnot, on définit un cycle sans considérer quel type de fluide est mis en jeu. Là, on raisonne de façon purement théorique, alors que dans la réalité, il va falloir prendre en considération les contraintes mécaniques, physiques et thermodynamiques réelles du fluide qui nous intéresse. Alors on va maintenant regarder de façon un peu plus détaillée le fonctionnement du cycle et ses différentes phases de fonctionnement. Donc on retrouve sur ce diagramme, ici pH, les différentes phases. De 1 à 2, la compression. De 2 à 3, la condensation et le refroidissement. De 3 à 4, la détente. Et de 4 à 1, le phénomène d'évaporation dans l'évaporateur. Sur chacune de ces transformations, on va pouvoir appliquer le premier principe de la thermodynamique. Et ici, je vais appliquer
le premier principe sur chacune des transformations, donc sur chacun des composants de façon disjointe. Chacun des composants, compresseur, condenseur, évaporateur ou détendeur, chacun des composants est un composant ouvert, puisque dans le condenseur, j'ai du fluide qui rentre et du fluide qui sort. Dans le compresseur, idem. Donc sur chacun des composants, je vais écrire le premier principe de la thermodynamique sur un système ouvert et je vais bien avoir le terme en M.H qui apparaît. Par contre, si j'étudie une pompe à chaleur en régime permanent, c'est-à-dire au moment où elle fonctionne de façon régulière, disons, lorsque je ne suis pas en phase de démarrage ou en phase d'arrêt par exemple, eh bien, chacun des composants fonctionne en régime permanent et donc je vais pouvoir simplifier le premier principe du terme temporel. Dans ce cas-là, sur chacun des composants, le premier principe va s'exprimer de la façon suivante. Donc, somme des W points plus somme des Q points égale somme des M points H, que je raisonne de façon algébrique, enfin que je considère de façon algébrique. Et si je passe la somme des M points H de l'autre côté, j'ai M points S HS moins M points E HE, puisque ici, je dois rajouter un signe moins lorsque j'ai un fluide qui sort. Alors, chacun des composants n'a qu'une entrée et qu'une sortie. Hein. Un compresseur a une entrée et une sortie, un condenseur, un évaporateur ici a une entrée et une sortie. Donc, j'ai qu'un seul terme en entrée, en sortie, et qu'un seul terme en entrée. Et dans chacun des composants, ici je raisonne encore de façon générale, sur tous les composants de la pompe à chaleur, j'ai le même débit massique à l'entrée et à la sortie, puisque je suis en régime permanent, et que si j'applique le bilan massique sur le composant correspondant, et bien, si je suis en régime permanent, j'ai autant de débit massique qui rentre que celui qui sort, et par conséquent, je peux mettre le débit massique en facteur sur les enthalpies entrantes et sortantes. Alors, si on exprime spécifiquement ce premier principe sur chacun des composants séparément, bien vous retrouvez ici les expressions spécifiques au niveau du compresseur, au niveau du condenseur, au niveau du détendeur et au niveau de l'évaporateur. Alors, au niveau du compresseur, le terme en Q point va disparaître, puisque en général, on va considérer le compresseur comme un composant adiabatique. Le compresseur est supposé adiabatique dans le cas du cycle de Carnot, mais aussi souvent dans le cas du cycle réel. Et donc, le terme en Q point du premier principe va disparaître, et on retrouve au niveau du compresseur W point égale M point H sortie moins H entrée. Au niveau du condenseur, deuxième expression, cette fois-ci au niveau du condenseur, on est dans un échangeur de chaleur. L'échangeur de chaleur, c'est sans paroi mobile. Si on n'a pas de paroi mobile, on n'échange pas de travail avec l'extérieur. Donc cette fois-ci, c'est le terme en W point qui va se simplifier dans le premier principe. Et par conséquent, il va nous rester dans le premier principe en puissance Q point de condensation, donc entre le point 2 et le point 3, qui est égal à M point H sortie moins H entrée du condenseur. Au niveau du détendeur, on retrouve ce qu'on avait déjà vu précédemment lorsqu'on étudie les composants séparément. Au niveau du détendeur, on a à la fois un composant qui est adiabatique, puisqu'il est de petite taille, et donc il y a peu de surface d'échange entre l'intérieur et l'extérieur du système. Et il est en plus sans paroi mobile. Ça peut être typiquement un tuyau qui est de faible diamètre, ou ça peut être un tube avec du verre frité à l'intérieur pour avoir des pertes de charge importantes dans l'écoulement, mais c'est quelque chose qui ne bouge pas, et donc il n'y a pas de travail échangé au niveau du détendeur, et donc on retrouve une transformation isenthalpe au niveau du détendeur. Au niveau de l'évaporateur, on peut faire le même raisonnement que celui au niveau du condenseur. On n'a pas de paroi mobile, on est dans un tuyau, dans le cas des échangeurs tubulaires. Ce tuyau, il est solide, il n'a pas de gonflement ou de rétrécissement, donc il n'y a pas de paroi mobile, pas d'échange de travail avec l'extérieur. Par contre, intrinsèquement, un échangeur, ça sert à échanger de la chaleur, donc le Q point reste dans l'expression du premier principe, et il reste donc Q point égale M point H sortie moins H entrée.
Donc sur chacun des composants du cycle pompe à chaleur, on peut poser le premier principe en système ouvert, hein, mais je vous rappelle que ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on parlait des coefficients de performance, c'est que le cycle dans sa globalité, si je raisonne sur le système cycle global, ce cycle global il est fermé. Hein, donc ne mélangez pas l'application du premier principe sur un composant, qui est, dans le cas de la pompe à chaleur, est intrinsèquement un composant ouvert, avec l'application du premier principe sur le cycle global, qui cette fois-ci est un système fermé et qui donc ne permet pas d'exprimer le premier principe de la même façon. Alors si on cherche à optimiser le cycle pompe à chaleur et de réfrigération, comment est-ce qu'on peut raisonner ? Donc on se place dans un cadre donné, c'est-à-dire avec une certaine contrainte extérieure. Donc on suppose qu'on a une température de source chaude et une température de source froide qui sont posées. Quand on est dans le bâtiment, on a la température à l'intérieur, la température à l'extérieur, on ne peut pas y faire grand-chose. Pareil, si on est sur un réfrigérateur, on a les 4 degrés à l'intérieur et puis on a la température de la pièce qui sont fixées. Par rapport à ces températures extérieures, ces températures de source, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc la seule façon que l'on peut avoir pour optimiser et pour augmenter les coefficients de performance d'un cycle de pompe à chaleur, c'est de travailler sur le composant compresseur. Alors, on a vu que dans le cas du cycle idéal de Carnot, on avait un compresseur et une turbine, et donc dans ces cas-là, dans le cycle idéal, on a du travail qui est consommé par le compresseur, et on a quand même du travail qui est fourni par la turbine. Et donc ce qui nous intéresse au niveau du rendement global de Carnot, c'est le travail net, qui donc est intrinsèquement diminué par rapport à notre cycle réel, dans lequel on n'a pas de turbine du tout, et on a une détente qui ne produit pas de travail. Donc ici, on a uniquement une consommation de travail au niveau du cycle pompe à chaleur. L'objectif, évidemment, lorsqu'on veut augmenter le coefficient de performance, ça va être de diminuer le travail à fournir par le compresseur, tout en conservant les pressions amont et aval constantes, puisque ces pressions sont fixées à partir des températures auxquelles on fonctionne. La façon de diminuer le travail d'un compresseur, c'est de se rapprocher le plus possible d'un compresseur le plus parfait possible. Et le compresseur qui consomme le moins de chaleur, ça va être un compresseur isotherme. Et donc, on va chercher à se rapprocher d'un compresseur isotherme dans ce cycle-là. Et pour se rapprocher d'un compresseur isotherme, il va falloir refroidir de façon la plus efficace possible ce compresseur. Dans la vraie vie, c'est assez difficile de refroidir efficacement les compresseurs, puisque typiquement les compresseurs sont placés, échangent avec l'air ambiant, et on sait très bien que pour échanger avec l'air ambiant, on a le phénomène de convection naturelle de l'air ambiant, qui est le phénomène de transfert limitant, qui se trouve à l'extérieur du compresseur. Donc ce qu'on peut faire pour diminuer les consommations du compresseur, c'est de le refroidir avec de l'eau, mais ça pose pas mal de contraintes de fonctionnement. Un frigo, typiquement, on ne le relie pas à l'eau du réseau pour refroidir son compresseur. Donc, on ne peut pas faire énormément de choses sur un nombre relativement important de cycles. Donc, on va travailler sur des cycles pompe à chaleur et réfrigération de grosse puissance, pour lesquels effectivement la consommation électrique est très importante. Et donc pour ces cycles de grande taille, là, ça devient intéressant de vraiment travailler sur l'optimisation du coefficient de performance et donc de travailler sur l'optimisation de la compression. Et donc dans ce cas-là, on introduit la notion de compresseur multi-étagé, avec soit donc un échangeur qui refroidit l'ensemble du compresseur, soit un refroidissement avec le fluide froid qui est issu de la détente intermédiaire. Alors la représentation de ces cycles multi-étagés peut être telle que celle qui est ici sur le diagramme TS. Donc typiquement on va travailler sur ce qui se passe au niveau du compresseur. Donc on voit ici une première compression entre le point 1 et le point 2, et plutôt que de continuer la compression entre le point 2 et le point 3, on va introduire
dans une première possibilité, un refroidissement, donc un échangeur intermédiaire qui viendrait refroidir de façon isobare le fluide entre le point 2 et le point 3. Et cet échangeur de chaleur qui rejette la chaleur vers l'ambiance va permettre de diminuer la température du fluide frigorigène avant son entrée dans un deuxième étage de compression. Et comme on a la loi des gaz parfaits qui s'applique ici lorsqu'on est en vapeur pure, et que plus le fluide est chaud, moins il est dense, plus une compression coûte cher, entre guillemets. Là, je vous renvoie déjà encore au cours qu'on a fait sur les compressions. Eh bien, cette compression ici entre 3 et 4 coûte, entre guillemets, beaucoup moins que la compression entre le point 2 et le point A, puisqu'elle se fait à température plus faible et donc à volume massique également plus faible. Une deuxième possibilité, c'est avec ce ballon de séparation, on peut appeler ballon de flash. Donc cette fois-ci, on sépare le fluide frigorigène qui circule à haute pression du fluide frigorigène qui circule à basse pression. On a deux cycles imbriqués. Donc l'ensemble du fluide frigorigène circule dans le condenseur, ici, entre 4 et 5. Ensuite, l'ensemble du fluide frigorigène est détendu dans la première vanne, la vanne 2 entre 5 et 6, entre la haute et la moyenne pression. Et par contre, ce que l'on va faire, plutôt que de détendre l'ensemble du fluide jusqu'à la basse pression, ici, du point 8, eh bien, on va introduire un séparateur qui va séparer donc, la phase vapeur, ici X% de vapeur, de la phase liquide, 1 moins X% de vapeur. Donc au point 6, ici, entrée du séparateur, on a un mélange diphasique, on est à saturation, et on a une petite proportion de vapeur, une grande proportion de liquide. La grande proportion de liquide, elle effectue la détente secondaire, ici la seconde vanne de détente, et elle réeffectue l'évaporation, etc. Mais la petite proportion de vapeur que l'on avait déjà produite au point 6, elle est prélevée, et elle est prélevée pour être mélangée avec la vapeur qu'on a en sortie du premier étage de compression ensuite. Donc on a une première compression entre la basse et la moyenne pression. Cette vapeur surchauffée ici, on la mélange avec la vapeur qu'on avait au point 6 pour obtenir une vapeur moins chaude au point 3 et donc réaliser dans le deuxième étage de compression entre le point 3 et le point 4 une compression plus efficace que si on travaillait entre le point 2 et le point A comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on peut travailler entre les mêmes valeurs de pression et de température que sur un cycle simple, mais avec une compression plus efficace car qui se rapproche un peu plus de la compression isotherme et donc la compression qui consomme le moins d'énergie entre une pression basse et une pression haute. Par contre, donc je le répète, ces cycles-là qui sont un peu exotiques, à cascade, sont réservés à des cycles pompe à chaleur de forte puissance qui consomment des quantités d'électricité très importantes sur le compresseur. Vous pouvez maintenant passer aux applications. Vous allez avoir 3 applications dans ce cours. Donc la première est la suivante. Calcul du COP, d'un cycle basique comme celui qui est présenté ici, et le COP max d'un système de Carnot idéal équivalent pour la première application. Dans la deuxième application là, on va travailler plus sur ce qui se passe à l'intérieur du cycle. Ici, on va vous demander de raisonner sur le R22. Le R22, je lui ai mis certaines caractéristiques ici sur ces tables, puisque vous ne les aviez pas dans les tables de la fin du poly. Donc vous pouvez vous baser sur ces tableaux-là pour votre calcul. Et la troisième application, elle est liée au fait que une pompe à chaleur qu'on utilise dans le bâtiment, en général, c'est une pompe à chaleur qu'on appelle réversible
Alors, on appelle ça réversible dans le langage courant. Ça ne veut pas dire que thermodynamiquement parlant, elles sont réversibles. Ça veut dire que leur fonctionnement est plutôt renversable. Plutôt que le terme de réversible, j'utiliserais plutôt le terme de renversable, mais c'est moins joli à dire dans la vie courante. Donc pourquoi pas réversible? Parce qu'il y a des créations d'entropie dans ces cycles. Mais pourquoi renversable? Parce que on peut les utiliser pour une pompe à chaleur donnée, soit pour faire du froid, soit pour faire du chaud à l'intérieur du bâtiment. Donc le principe de réversibilité, il est très simple, il est basé tout simplement sur un système de vannes, vannes qui gèrent le sens de circulation du fluide à l'intérieur du compresseur. Et donc si on met les vannes dans une certaine position, le compresseur va faire circuler le fluide dans le sens ici des aiguilles d'une montre. Et si on change le système de vanne ici, le compresseur va faire circuler le fluide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quelles conséquences ça a? C'est que ce qui est condenseur dans un cas devient évaporateur dans l'autre cas, et vice-versa. Lorsqu'on est sur ce cycle-là, on passe du compresseur au condenseur, donc ça veut dire que le condenseur à la haute pression, elle est là, on va rejeter la chaleur à ce niveau-là, et donc ici on va produire du froid. Alors que si on circule dans l'autre sens, on passe du compresseur au condenseur, donc le condenseur c'est ce composant-ci, et c'est ici qu'on va rejeter la chaleur, et donc on va produire du froid de l'autre côté. Donc typiquement dans un bâtiment, si on met un échangeur à l'intérieur, un échangeur à l'extérieur, si on change le sens de circulation du fluide, on va pouvoir fonctionner en chaud ou en froid à l'intérieur du bâtiment. Du coup, je vous demande de raisonner sur des données constructeurs d'un climatiseur réel et donc de retrouver un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cours sur la notion d'évolution des performances du cycle en fonction des conditions de fonctionnement, en fonction des conditions à la fois de source chaude et de source froide. C'est ainsi que se terminera le cours de pompe à chaleur. À bientôt!